Comment tu obtiens un accord avec quelqu'un qui te dit non? Et c'est une sorte de hack. Le conflit, il est inévitable et il va créer de la valeur. C'est comment tu prends ta décision. Et en fait, ta décision, tu la prends de la même manière que tu sois en train de négocier avec un salarié, un collaborateur, un fournisseur, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou un forcené. Le besoin tue. Plus j'ai besoin d'avoir un accord, moi je suis bon négociateur. La seule personne qui peut me donner ce que je veux, c'est cette personne-là. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Talk Atypique. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Julien. Salut Julien. Salut. L'objectif de ce format, c'est vraiment de te faire rencontrer des experts qui gravitent autour de l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, Julien, c'est un expert en négociation. Donc on a hâte de te le faire découvrir. Et donc, écoute, Julien, j'ai envie de dire, on va démarrer par toi. Dis-nous-en un petit peu plus sur toi, ta situation et de quoi on va parler aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Anthony, Alexandre. Ravi d'être avec vous sur ce podcast. Je suis négociateur professionnel. Donc, en fait, mon métier, il est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises, des organisations gouvernementales et des individus sur la conduite en fait, de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Donc, on fait de l'assistance, du conseil et aussi de la transmission avec de la formation. Ouais, ok. Et est-ce que tu aurais peut-être un petit exemple concret d'une mise en situation de négociation dans lesquelles tu interviens ou dans lesquelles tu es intervenu pour qu'on comprenne? Parce que c'est peut-être parfois un terme un peu vague, la négociation, et qu'on se dise concrètement. Les négociations, je vais te dire plutôt les clients. Et quand tu vas comprendre les clients, tu vas comprendre ce qu'on fait derrière. Ça va d'une entreprise, la première entreprise du CAC 40 qui est dans l'énergie, où on forme le top 300. Donc avec des gens qui négocient en unité de valeur qui est le milliard. Sur les 100 000 salariés, top 300, on va avoir en client des banques, on va avoir des cabinets d'audit et d'avocats type Big Four, on en a 3 sur les 4. On va avoir de la grande distribution, direction des achats, donc vraiment là où tu vas faire tes courses. Il y a une grande chance qu'on les ait accompagnés et formés, vraiment. On y pensera quand on... Ouais, mais on va avoir différents métiers, on va avoir aussi des startups, des family office, donc des gens qui gèrent des fortunes. Et en fait, on intervient aussi bien sur des négociations qui sont managériales, qui sont sociales, qui sont commerciales, toute forme de désaccord avec des enjeux qui sont importants. On peut intervenir jusqu'à des situations qui sont très dégradées, type tout ce qui est cybernégociation, donc tout ce qui est prise d'otage de data, où on intervient au compte d'entreprise pour récupérer la donnée. Et donc là, sur cette partie, donc tu les formes et tu les accompagnes sur les mises en situation, comment répondre sans stress, vraiment toute cette partie un petit peu gestion de la négo, gestion de l'émotion, gestion du conflit, tout ça quoi. C'est exactement ça. En fait, alors, ça dépend quel est le mandat. Ça peut être des fois du conseil et de l'assistance. Donc on n'est pas sur de la formation. Vraiment là, on est en mode il y a un problème et on est là pour le solutionner. Donc on les accompagne à préparer la stratégie, à préparer la négociation, à vraiment comprendre ce qui est en jeu et les interactions avec les parties prenantes, plus des briefs. Et puis des fois, on est plus sur une partie transmission. Mais tu vois, le point commun entre guillemets de tous mes clients, c'est qu'ils ont aucun point commun. Et chacun est unique. C'est ça. Et on a aussi la chance de partager notre travail avec la police et la gendarmerie. En fait, nous, on n'a pas d'expertise sur le métier des gens qu'on accompagne. Notre expertise, il est sur la mécanique de décision. C'est comment tu prends ta décision. Et en fait, ta décision, tu la prends de la même manière que tu sois en train de négocier avec un salarié, un collaborateur, un fournisseur, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou un forcené. La seule chose qui diffère, c'est ton enjeu. Et nous, en fait, notre travail, il est sur la mécanique de décision. Pour dire les choses très simplement, c'est comment tu obtiens un accord avec quelqu'un qui te dit non. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant quand tu es avec nous aujourd'hui, parce que en fait, on y est confronté pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. La négociation et cette mécanique, on la rencontre tout le temps. Et on en parlera aussi bien évidemment dans l'immobilier. C'est ce que j'allais dire, moi, pour faire le parallèle, justement, je pense que c'est même intéressant d'aller les pieds dans le plat directement dans l'immobilier, parce que nous, c'est vraiment le sujet pour lequel les gens nous suivent et les conseils qu'ils ont envie de savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu vas, en règle générale, quand tu veux un bien à tout prix, tu vas t'y prendre de la pire des façons pour négocier que quand tu ne le veux pas spécialement. Et c'est pour ça que souvent, les personnes font des grosses négociations. Quand ils vont envoyer, peut-être ils vont se dire, allez, je fais une offre à 20 000 € en dessous, si ça passe, c'est bien, si ça passe pas, c'est pas bien. Et en général, ça peut passer. Que quand tu es là, que tu as la pression, que tu veux absolument, il y a le côté émotionnel, coup de cœur. Ça marche aussi avec les filles, parfois. Mais tu te dis, je l'aime trop, machin. Et c'est pour ça que je pense que c'est super intéressant de t'avoir avec nous pour se dire, voilà. C'était sur une partie infime, parce que de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est comment tu te mets d'accord sur le prix. Mais négocier, vu que c'est avoir un accord avec quelqu'un qui te dit non, c'est comment tu gères tes travaux, comment tu gères le bien si tu es en concurrence avec d'autres personnes. En fait, 85% de tes décisions, elles sont en adéquation avec des gens qui peuvent te dire non. Tu vois, il y a le Carnegie Institute of Technology, donc c'est une université américaine, qui nous dit 85% du succès professionnel, il est lié à la capacité à écouter, communiquer et négocier. Ça veut dire que ton succès professionnel, il est lié à 15% sur ton expertise métier.
Donc dans l'immobilier, sur ton expertise, tout le reste, il est lié à des choses sur lesquelles les gens ne se forment pas, ne lisent pas, qui est en fait cette interaction à l'autre. Et en fait, la négociation, alors tu parlais de séduction, mais tu peux utiliser là-dedans, tu peux utiliser avec tes conjointes, tu peux utiliser dès que tu es dans une interaction avec quelqu'un. Bien sûr. Le conflit, il est inévitable. Et il va créer de la valeur. À partir de là, c'est comment tu fais les choses bien. Et bien justement, ça m'amène sur une grosse première question que j'avais envie de te poser dans ce podcast. En termes de valeur, c'est pour toi, est-ce que tout le monde peut devenir ou être un très bon négociateur? Parce qu'il y a toujours la part qui s'oppose pour moi entre l'inné, des capacités qu'on a de manière naturelle, et ce qu'on peut construire. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin fondamentalement des deux, ou est-ce que vraiment tu peux faire de n'importe qui un tueur à gages de la négociation? Tu peux faire de n'importe qui un meilleur négociateur. C'est clairement, tu vois, on peut pas tous devenir le numéro 1 au tennis, on peut pas tous être Nadal. Maintenant, on peut tous devenir meilleur au tennis si on se forme, si on est accompagné, si on pratique. Et donc, en fait, l'idée de la négociation, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une sorte de hack. C'est-à-dire que les gens qui se forment à la négociation, qui comprennent la mécanique de décision, qui comprennent comment est-ce que l'autre peut nous dire non, pourquoi il nous dit non, comment est-ce qu'on soulève cette objection, comment on crée de la valeur avec l'autre, ils gagnent en moyenne 5 à 10 ans dans leur développement professionnel ou personnel. Si tu n'es pas très bon, tu gagnes 5 à 10 ans de quelqu'un qui n'est pas très bon. Si tu es très bon, exceptionnel, tu gagnes 5 à 10 ans de quelqu'un qui est exceptionnel. Tu vois, c'est ton hack, c'est ton shortcut. Si vous voulez, quand on était jeune, quand on jouait aux jeux vidéo, c'est le mot de passe là, que tu mets et qui te donne 4-5 niveaux en plus. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. Je pense, dans la vie, la négociation, c'est dès que je comprends l'interaction à l'autre, dès que je comprends ce qui se passe, dès que je comprends comment je peux être une opportunité pour lui, en fait, j'ai un champ des possibles à moi qui s'ouvre de manière incroyable. En termes de performance, c'est-à-dire de résultats, mais aussi en termes de sérénité. Le nombre de fois où on va accompagner des gens où les enjeux ne sont pas phénoménaux, mais par contre, eux, ils se font un nœud au cerveau. Et en fait, juste, ils disent, putain, si je pouvais juste m'apaiser cette charge mentale. Donc en fait, il y a ton mieux vivre, ta qualité de vie au travail, vraiment ta charge cognitive, ta manière d'aborder les choses, et puis le résultat qu'on va décorréler. Ouais, je comprends. Donc le but, c'est de les aider là-dessus. Et en termes de mots qui reviennent aussi à beaucoup, si on parle de qualité de défaut, ça serait quoi les qualités, on va dire, d'un négociateur et les défauts aussi d'une personne qui s'y prend mal aujourd'hui, tu vois, dans n'importe quel conflit, quoi. On va rester vraiment sur la négo pure. Le principal défaut qu'on va avoir, c'est les gens qui... en fait, il y a une phrase qui revient souvent en négociation, c'est un bon négo n'a pas d'ego. Tu vois, cette notion d'ego qu'il faut mettre de côté. Et en fait, c'est pas tant l'ego qui est un problème, parce que l'ego, c'est ce qui nous définit en tant qu'individu. Donc, il ne peut pas y avoir trop d'Alexandre dans Alexandre. Par contre, c'est le côté obscur. C'est l'orgueil. Et en fait, il y a des gens qui, sur des négociations, vont en faire des questions d'orgueil. Ouais, je vais en faire une affaire de principe. Et en fait, on a un vrai dilemme dans la négociation, c'est est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux obtenir le maximum de la situation? Je ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu vois, si j'ai raison, c'est que je montre à l'autre qu'il a tort. Et il ne va pas m'aider à obtenir le maximum. Et donc, le principal défaut, c'est ce côté je suis obtus, je veux avoir raison coûte que coûte face au système, je veux montrer à l'autre que je suis meilleur. Ok. Ouais, donc l'idée, ça serait d'aller chercher dans une situation le maximum et de pas chercher le oui ou non ou d'avoir raison. Ouais, c'est pas le sujet de la négociation. Pour ça, tu fais une autre activité, tu fais un débat. Mais la négociation, c'est que je suis en interaction avec quelqu'un qui peut me dire non. La seule personne qui peut me donner ce que je veux, c'est cette personne-là. C'est cette personne. Donc il y a deux façons de le faire. Soit je lui dis à quel point c'est une burne et qu'il a de la chance d'être avec moi et que moi j'ai raison et je sais ce qui va se passer. Soit je crée les conditions sans flagornerie. Mais d'être une opportunité pour lui, de l'écouter, de le comprendre. Et là-dessus, derrière, je peux tout prendre. Tu vois, c'est toujours... Alors, c'est pas mon secteur de prédilection, l'immobilier, mais je suis toujours étonné quand je forme des agents immobiliers avec les gens qui vont faire des visites et qui vont dire ouais, bon, pas très bien situé, le bien, ouais, pas à jour, pas top, un peu petit. Moi, je vais vous faire une proposition. Ok, mais pourquoi tu as dénigré le bien? Et en fait, inconsciemment, les gens pensent que c'est une forme de dualité. Que l'autre est un adversaire. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je crée les conditions pour que l'autre soit un adversaire. Que l'autre soit pas d'accord, l'autre se braque. Et donc, en fait, je me dis, ouais, mais c'est compliqué. Mais garçon, si toutes tes négos sont compliquées, le problème, c'est toi. Bah oui. Ouais. Toi, tu l'as vécu, Alex, en étant agent en plus, donc c'est vrai que c'est bien sûr, et moi, j'en parle, et même nous, justement, dans notre programme, j'en parle de ce distinguo de... Tu vas dire la chose de deux façons différentes. Monsieur, votre bien, je l'adore, je le veux. Néanmoins, je ne peux pas. Je n'ai pas la capacité financière d'acheter votre bien. Par contre, c'est un vrai coup de cœur. Je m'y vois avec ma femme. C'est pas du tout le même discours que ça, c'est moche, etc. Les gens pensent qu'en dévalorisant, et j'en suis un vrai cas d'école où moi j'ai vendu mon appartement
Et j'avais 2 profils. Une personne qui m'achetait l'appartement, une personne que je connaissais 5 000 € moins cher, et une autre personne qui vient, qui me fait une offre au prix. Ok. Cette personne revient avec son père. Le père, il détruit l'appartement. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas comment vous l'avez fait, etc. Ah, j'ai dit, mon coco, il n'y a pas de souci, ton fils, il n'aura pas l'appartement. Et je me suis assis sur 5 000 € parce que le mec, il m'a énervé. Clairement, j'ai dit par principe. Voilà, et le gars pensait faire bien pour son fils en disant je vais lui négocier parce que on va voir, on va appuyer des choses, etc. Mais il a fait tout l'inverse. Et là, il y a 2 problèmes. Voilà, là, il y a mon ego qui est rentré en jeu. Mon orgueil. Il n'y a pas de souci. Enfin, l'orgueil, et je me dis, il va me faire flic aussi. Donc, je me suis dit, il y a 2 choses. Le mec va me faire flic dans le temps et l'orgueil. Et clairement, j'ai vendu à l'autre personne 5 000 € moins cher. Et donc, tu vois, en fait, en face, il y a une mauvaise stratégie parce qu'il pense encore qu'on est dans les années 80-90, good cop, bad cop, avec la personne qui est là pour dévaloriser le bien. Mais non. C'est quoi l'objectif? En fait, il faut toujours se poser la question de tout ce que je fais en négociation doit satisfaire mon objectif. Si l'objectif, c'est l'accord, la vente, ça. Quand j'ai ce comportement, c'est quoi le but? Est-ce que ça satisfait mon objectif? Est-ce que, je vais donner un exemple simple. Je travaille avec des prestataires, je ne suis pas satisfait d'un prestataire. Je l'aide, je le corrige, je lui dis voilà, j'attends ça, ça, ça et ça. Il refait une erreur ou c'est pas au niveau. J'ai 2 options. Soit je lui dis écoute, t'es une burne, ça me met en colère, qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi l'objectif? Je me suis fait plaisir. Est-ce que mon livrable il est meilleur? Non, mais je me suis fait plaisir. Ou est-ce que je prends sur moi, je dis ok, je lui réexplique. Et potentiellement derrière, je peux avoir ce que je souhaitais, tu vois? Et c'est toujours la question de se poser, ce que je fais en négociation, ça doit satisfaire un objectif, est-ce que ça le satisfait? Et donc, tu vois, c'est en face, c'est dommage, et 2, c'est dommage aussi pour toi, paradoxalement, parce que tu t'assois sur 5 000 € juste d'une certaine manière pour embêter l'autre. Oui. C'est-à-dire que... Personne n'est gagnant dans l'histoire. Ouais. Parce que moi, je ne l'étais pas forcément. J'ai perdu 5 000 €. Ouais. Et lui, il n'est pas gagnant parce qu'il n'a pas eu l'appartement. Et voilà. Et donc, en fait, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. C'est une situation, tu vois, qui est dommageable. Ah ouais, non, mais on s'empêche d'obtenir le maximum de la situation. Donc, objectif, et il faut, en fait, mais c'est marrant hyper central ce que tu dis. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je pensais avoir gagné dans cette situation, et en t'entendant parler, en fait, il n'y a pas eu de gagnant, il y a eu 2 perdants. Ouais, alors on reviendra d'ailleurs, si vous voulez, sur les perceptions qu'on a de la négo, mais il n'y a pas de volonté de gagner. Je vous explique ça après. Encore une fois. Le but, c'est d'obtenir le maximum de la situation. C'est ton seul but. Est-ce que tu l'obtiens ou est-ce que tu l'obtiens pas? Tu vois? Et y a pas... Si tu veux gagner, en fait, tu es dans un jeu ou dans un sport. C'est la même chose. Dans un sport, il y a des règles du jeu qui sont partagées. Les personnes avec qui tu négocies, elles ne partagent pas les mêmes règles. Si elles peuvent te filouter, elles vont te filouter. Dans un sport, à un moment donné, tu te dis time, tu arrêtes le chrono et tu comptes les points. Toi, dans tes négos, c'est un infinite game. Les personnes, tu vas être amené à les revoir potentiellement. Donc, tu vois, il n'y a pas ça. Et dans un sport, tu as des compétiteurs, tu as des adversaires. Si tu perçois l'autre comme un adversaire en égo, tu crées les conditions pour qu'il soit cet adversaire que tu redoutes, parce que légitimement, tu as peur de te faire avoir et tu as peur de plein de choses. Et donc, in fine, l'autre va se comporter tel que tu le redoutais. Donc l'autre, c'est pas un partenaire, c'est pas un pote, c'est pas un adversaire. C'est juste un interlocuteur, il est neutre. Et fonction de mon comportement, je sais que je vais venir chercher ce qu'il y a de meilleur ou ce qu'il y a de pire chez lui. Tu vois, moi, je suis pas fan du gagnant-gagnant, parce que je pense que c'est une hérésie, et que ça amène à des impasses. Le but, c'est de créer les conditions pour qu'on obtienne tous le maximum de la situation, si ça nous satisfait à la bonne heure. Et tu as d'autres éléments un petit peu contre-intuitifs comme ça, c'est hyper puissant, je trouve que ça peut créer des vrais déclics. Tu vois, là, je pense que même Alex et nous, quand même moi, là, tu m'as créé un déclic, là. Tu vois, et là, c'est le but, c'est de la raison. Tu vois, par exemple, moi, je retiens de notre discours pour l'instant, là, le fait d'aller chercher la raison, l'objectif, plutôt que de gagner ou de perdre. Est-ce qu'il y a d'autres fausses croyances un petit peu? Par exemple, Alex avait certainement une fausse croyance, là, tu vois, sur la négo qu'il a pu avoir, ou un élément comme ça. Comme disait Julien, j'aurais pu en tirer une meilleure situation en négociant mieux. En fait, c'est plus ça, parce que je suis pas finalement perdant, parce que je pense que je me suis évité des ennuis et j'ai flatté mon ego aussi en me disant tu l'as pas eu, voilà. Donc voilà, mais au niveau de la négociation, en effet, j'aurais pu creuser beaucoup plus. Et j'ai envie de dire, il y a souvent parce que la négo, c'est un monde où personne ne le maîtrise vraiment. Et je me rends compte, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à discuter avec toi, qui était un vrai expert, c'est comme tout en fait. Tu te rends compte qu'il y a un autre monde de la négo que le monde artificiel où tu vois un agent immobilier qui va te serrer la main ou un vendeur de voiture. C'est des images qu'on a du commercial pur ou de la négociation dans l'image des Français, je pense. Et puis de ce que tu as l'impression de dire, Julien aussi, on a beaucoup, l'humain fonctionne à l'instinct. À l'instinct, et tu vois, cette personne-là, quand elle a voulu négocier avec moi, pour son fils, c'était son instinct qui lui disait de faire ça. Mais c'est pas une personne qui l'a travaillé. Et j'ai l'impression aussi qu'en travaillant cette négociation, il y a beaucoup de choses qui vont venir se décorréler de l'instinct. Tu vas faire en fait des choses totalement contraires à ce que tu aurais pensé faire naturellement.
L'instinct, en fait, tu vois, c'est un biais cognitif. C'est comme ton cerveau, il n'est pas capable de traiter toute l'information, elle est trop complexe. Donc, il la simplifie. Maintenant, je te pose une question toute simple. Enfin, vous achetez, vous vendez des biens immobiliers, donc c'est pas compliqué. Si je te dis une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10 €. La raquette et la balle de tennis coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? 1 € de moins. Oui. Combien coûte la balle, donc? 10 centimes. Tu vois, et c'est ça qui est génial. C'est parce que la première idée qui nous vient en tête, quand tu réfléchis pas, c'est 10 centimes. C'est 5 centimes. Et comme elle coûtait 1 € de plus, 1,05 € et 5 centimes, 1,10 €. Et en fait, je te l'ai laissé celle-là volontairement. Il s'est orienté vers toi, je vais te dire. Et en fait, cette intuition, elle n'a aucune raison logique d'être exacte. Si tu prépares pas ta négo, tu prends le risque de passer à côté. Et le problème, c'est que tu vois, quand tu mets un jugement de valeur sur ton intuition, ton biais cognitif, ça devient un préjugé. Et le passage à l'acte du préjugé, c'est de la discrimination. Et le problème de la discrimination, c'est pas qu'une couleur de sexe, de religion, tout ce qu'on veut dans l'entreprise. C'est en négociation, qu'est-ce que je m'interdis de faire? Qu'est-ce que je m'interdis de poser comme question à cause d'une croyance qui est limitante? Ouais, bien sûr. Et donc, comment tu travailles la discrimination d'entreprise? Tu formes, tu accompagnes. Comment tu travailles la discrimination en égo? Tu te prépares. Qui, quoi, comment on va faire, et voilà. Tu vois, nous, alors on va pas du tout aussi loin de ce que tu dis, mais moi souvent je dis aux personnes qui souhaitent investir, demander la raison de la vente. Mais ça, bien sûr, ça il y a des personnes qui osent pas la poser. C'est une question qu'ils n'osent pas poser. Discrimination, autodiscrimination. Voilà, et ça me parle avec ce que peur tu dis. de gêner, peur du non, peur du refus. Nous, c'est vrai que c'est bien de faire pareil avec tout ça, parce que nous, c'est tout le temps, les participants. Demander un règlement de copro, tu vois, par exemple, J'ai peur, mais attends, au syndic. Toutes des choses qui nécessite de sortir de sa zone de confort sur le plan émotionnel humain où tu as peur, t'as peur de faire tout ça. Chacun est différent, tu as des personnes pour qui c'est moins naturel. Ouais. Donc ça, et tu vois, alors, là on revient sur autre chose, parce qu'on parle dans tous les sens, c'est génial, mais la peur. Tu as deux émotions qui arrivent en égo dès que tu commences quelque chose. Ça, c'est intéressant. La peur et l'espoir. Okay. Peur, c'est la première émotion, peur de te faire avoir, peur de t'engager dans un truc que tu connais pas, peur d'acheter au mauvais prix. Ça. La peur, c'est quoi? C'est l'attente d'un échec ou potentiellement d'un danger. C'est quoi l'espoir? Spérer en latin, c'est l'attente d'un succès ou d'un bénéfice. Peur et espoir, c'est exactement la même chose en égo. C'est une futurisation. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe si? Best case, worst case. C'est quoi le problème? Je me projette. Et ouais, c'est quoi le problème? Plus tu vas vivre cette émotion de peur ou d'espoir, plus tu vas être otage des conséquences de ta négo. Bah oui, bien sûr. Or, tu contrôles pas les conséquences de ta négo. Je peux pas contrôler le fait que tu me dises oui. Je peux pas contrôler le fait qu'on s'engage sur telle valeur, tel volume. Donc, plus tu essaies de contrôler ce qui n'est pas contrôlable dans ta négo, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, indirectement, moins tu seras bon négociateur. Donc, plus je donne de l'importance à mes émotions, plus je me projette, j'ai peur, ou je cherche un espoir de bénéfice, moins je serai bon négociateur. Comment est-ce qu'on règle ça? En étant dans le moment présent. On ne vient pas chercher un accord en négociation paradoxalement. On vient chercher, sur ces phases de process, à être bon. J'écoute, je comprends, je pose les bonnes questions. Et après, si j'ai un accord, tant mieux. Tu vois? Et c'est comme si tu fais un match de boxe et que tu cherches le coup parfait pour mettre KO ton adversaire. Il y a de grandes chances que tu t'exposes et derrière, tu tombes. Par contre, si pendant tous tes rounds, tu dis « Ok, garde haute, je travaille mes fondamentaux, déplacement, ma gestion du souffle, respire. » Ok, la conséquence sera peut-être la victoire. Il faut être exceptionnellement bon dans ton process, d'où le fait d'avoir un système. Et la conséquence, c'est peut-être le succès ou l'échec. Si tu focuses que sur le succès ou l'échec, tu es otage de ton succès, de ton échec. Non, mais ça me fait penser à plein de choses. Parce que par exemple, aller demander à une personnalité publique, alors je sais pas, de venir dans un podcast, par exemple. Tu vois, on en parlait avec Olivier juste avant. Ça demande une certaine négociation finalement, parce que tu es happé par le fait de se dire, s'il me dit oui, waouh, il y a l'après, voilà. Mais donc du coup, tu es déstabilisé, tu vas sûrement pas t'y prendre de la bonne façon. Donc c'est hyper, je trouve ça vraiment. Il faut être dans ce moment présent. Et justement, pour aller un petit peu peut-être plus loin, dans ce moment présent, comment tu le travailles toi? C'est justement ce que j'allais dire, parce que j'allais dire. Donc, comment tu le matérialises finalement? C'est ça, faut avoir des. Parce que moi je pensais, tu vois, à l'inverse, et tu as répondu à l'opposé. Mais c'est que je pensais que si tu avais un sujet spécifique que tu voulais traiter sur une thématique particulière, qu'il fallait le préparer bien en amont. En fait, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir des principes de négociation, et je pense qu'il faut avoir des principes universels, en fait, et être très bon là-dessus, comme un commercial qui, encore une fois, qui a son argu, entre guillemets. Mais par contre, à l'intérieur, il faut être capable de. C'est là qui fera la différence aussi entre le moyen et l'excellent, j'imagine. C'est la manière. Et pourquoi en général, tu as certains commerciaux
on a un papa commercial pour ça que je dis ça, qui quand ils sont pas à l'atteinte de leurs chiffres se mettent la pression et sont pas aussi bons que ce qu'ils peuvent l'être en fin de mois, parce qu'ils ont ce côté je veux parce que je n'ai pas, alors que quand tu as déjà fait ton chiffre du mois, c'est il va marcher sur l'eau. Voilà, il va marcher sur l'eau. Parce qu'en fait il faut avoir la motivation et la discipline de réussir, c'est notre principe numéro 3 de négo. Avoir la motivation et la discipline de réussir, pas le besoin tue. Plus j'ai besoin d'avoir un accord, moins je suis bon négociateur. Là on kidnappe mon fils de la table, je ne serai pas le meilleur négociateur, sauf à faire un gros travail de dissociation et vraiment de déshumaniser mon rapport à mon fils pour le traiter comme un objet de négociation. Mais ce qui me demanderait du travail. Donc en fait, tu vois, il est vraiment là le sujet de la négociation. C'est bien évidemment, on va préparer en souhaitant le meilleur et en essayant de redouter le pire. Mais dans le processus de négociation, à partir du moment où il y a le action, bonjour, tous ces trucs-là, je suis focus sur mon séquençage, qui est une colonne vertébrale, qui ne m'enferme pas. Mais plus je me dis, il faut absolument que j'ai un accord à 16h. Putain, mais si je n'ai pas d'accord à 16h, je fais comment ? Je suis frustré. Je vais être chafouin, je vais me mettre la pression à l'autre, je vais être agressif, parce que c'est cette peur. Et comment je fais taire la peur en égo ? Via la colère. Parce que la colère, c'est l'émotion du moment présent. Et quand je suis furax et j'ai plus peur, je suis capable d'en découdre. Et donc, je vais dire à l'autre que je vais être agressif. Ça. Mais en fait, ça nuit à ma négo. Pourquoi ça nuit à ma négo ? Parce qu'en fait, l'émotion... C'est toujours le différentiel entre ce que tu as projeté et ta réalité. C'est pas la réalité qui fait qu'on est heureux ou pas heureux. C'est ce qu'on a projeté. Tu vois, je donne un exemple simple. Je suis en déplacement. Je dors à l'hôtel et ma conjointe, elle se dit, il est en déplacement, j'aimerais bien qu'il m'envoie un message. Je lui envoie pas de message. Le lendemain, elle m'appelle, cartouche. Pourquoi tu es en colère ? Tu m'as pas envoyé de message. Ok, et alors ? Est-ce que la veille, je t'ai envoyé un message ? Non. Donc pourquoi tu es en colère ? Parce que moi, si j'avais été à ta place, j'aurais aimé que tu m'envoies un message. C'est sa projection. Ça parle d'elle, c'est un différentiel. Si tu n'attends rien des conséquences de ta négo, il n'y a pas de raison de vivre des émotions agréables ou désagréables. Tu vois ? S'il y a un serpent entre nous deux, moi je pourrais me dire j'ai peur qu'il me morde. J'ai peur. Toi, tu pourrais dire moi j'ai un aquarium, je caresse des serpents, je m'en fous. Ouais. Mais tu vois, mais t'as pas peur. Donc en fait, c'est ma perception qui fait que j'ai peur et c'est ta perception qui fait que t'as pas peur. D'où le fait que espoir et peur n'existent pas, sauf pour celui qui la vit. Et pourtant, ça change notre regard sur la négociation et donc ça va changer notre comportement. Totalement. Donc toi, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut négocier, donc toi, nous, paradoxalement dans l'immobilier, c'est absolument pas de se projeter sur l'après. Ta préparation, tu peux, mais dès que tu vas commencer à négocier... T'es dans le présent. Ouais, t'es dans le présent, t'es dans le moment présent. Okay. Et après, s'il y a un accord, tant mieux. S'il n'y a pas d'accord, that's life. Ouais. Si je suis otage de cet accord ou pas cet accord, si je me dis, putain, si j'ai un accord, c'est un bien de fou, ça va changer ma vie, je vais faire 10... En fait, c'est que des suppositions. Et il y a peut-être 90% qui ne va pas se passer. Totalement. Et si j'ai pas d'accord, je vais être à la rue, je vais me faire virer. En fait, j'en ai aucune idée. Il faut surtout être hyper lucide, hyper mature et prendre beaucoup de recul de ce que j'entends. Et ce qui doit être très dur à faire. Sur le moment présent. Et oui, mais humainement, t'as des fois, c'est facile. Intrinsèquement, t'as tout ce qu'on a parlé au préalable qui s'actionne naturellement. Donc du coup, il faut vraiment faire un travail dessus. Ouais, voilà. C'est tes espoirs et c'est tes peurs. Regarde. Nadal a perdu hier ou avant-hier. Ouais, 4e défaite. Bon. Ouais. Jusqu'à présent, il y a 3 défaites. Finale de Roland Garros, c'était versus Nadal. Tu sers pour le match. Si tu te dis, putain, si je sors Nadal quand même sur le central en finale, j'inscris, je suis une légende, ma femme va me trouver incroyable, j'ai gagné assez d'argent pour être aux Bahamas, je vais faire la une de tous les... Si j'ai tout ça en tête, au moment de servir, je ne suis pas un expert en tennis, mais je pense que c'est filé. Ou tribune. Maintenant, si tu te dis, tu vois, je suis ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre qui compte que mon service. Et si je suis à ce niveau de compétition, des services, ça fait 15 ans, 20 ans que j'en fais tous les jours. Et en fait, il n'y a que ça qui compte, c'est taper, revers, parce que j'ai vu que depuis 3 jeux, revers, c'était compliqué. Je ne dois pas apporter d'importance aux conséquences de ce que je fais, sinon ça dégrade ma performance. Si je négocie, tu vois, on accompagne la gendarmerie ou des unités, si je négocie, je me dis, putain, si je rate ma négo, il va tirer, c'est un otage qui est mort. En fait, en termes de lucidité, c'est vachement compliqué. Bien sûr, mais là... C'est la conséquence. Donc toi, tu dois te concentrer sur ton process. Tu dois être extraordinaire dans tes phases très ordinaires de négociation. Et après, mais bon, tu parles d'un sujet en plus que j'adore, parce que moi, je fais beaucoup de tennis, j'adore le sport, etc. Donc forcément, ça me parle et je rebondis un petit peu, tu vois, légèrement dessus. Mais c'est sûr, on parle toujours, la caricature, les gens disent Nadal, Djokovic, Federer, dans les moments cruciaux, c'est incroyable dans la tête, ils sont trop forts. Enfin, tu sais, c'est les discours ce qui est vrai. Mais je me rends compte, quand tu creuses, ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de la superficialité du propos et de dire il est bon dans la tête. Et c'est surtout ce que les gens savent peut-être déjà, mais c'est que c'est surtout que dans ces moments-là, je pense, avec ce que tu me dis, qu'ils ont une capacité, et ça a peut-être été travaillé, justement, à en fait servir la balle de match
de la même façon qui servirait le premier point du match. Et c'est pour ça que des fois, tu vois Djokovic, il est très fort là-dessus, tu le vois faire des points sur des balles avec un niveau de stress hallucinant, mais c'est parce que je pense que fondamentalement, vraiment, bon, il y a des capacités aussi, voilà, mais je pense que c'est sûrement travaillé aussi, qui joue ce point-là de la même façon qu'il jouerait le 30A à 3-3 au milieu du jeu, quoi. Mais t'es obligé à ces niveaux-là, pour moi, de le jouer de la même façon. Ouais, mais tu vois, je pense que tu prends le top 100, je suis pas un expert en tennis, mais tu prends le top 100, ils ont tous le même niveau. Ouais. En fait, la diff, elle est là-dedans. Tu vois, un Federer qui est relâché comme c'est pas permis pour faire un revers. Ouais. T'as l'impression mais je trouve ça intéressant de le creuser, tu vois, justement. Tu vois, mais les plus grands sportifs, ils sont accompagnés en préparation mentale. Un des premiers, c'était Teddy Riner, qui est multi-champion, 10 fois champion du monde, tu vois. Et lui, il a une psy. En fait, l'idée, je le dis toujours en plaisantant, c'est vous voulez devenir bon négociateur, voyez un psy. En fait, intéressant. Ou un coach, ou n'importe quoi, mais travaillez sur vous. Vous pouvez pas avoir l'ambition de faire évoluer et d'influencer la mécanique de décision de votre interlocuteur si vous-même, vous ne comprenez pas ce qui se joue dans votre mécanique. Qu'est-ce qui fait quand tu me coupes la parole, ça me rend agressif? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ose pas demander un règlement de copropriété? J'ai peur de quoi? T'es ton propre adversaire. En fait. J'ai peur du non. Ok, so what? Et quand il y a non, il y a quoi? Ah ben, j'ai peur que le non, c'est qu'il m'aime pas. C'est toi qui l'aime pas ou c'est ta demande? Ah, c'est peut-être pas la même chose. Et à quoi ça te ramène quand il te dit non? Ah ben, forcément dans mon enfant. Ok, travaille là-dessus. Super intéressant. Tiens, il est là le sujet de la négociation. C'est une introspection où déjà il faut se comprendre, se connaître, et après on vient chercher la mécanique de décision. Et c'est ça, pour moi, je vois ça comme une sorte d'art martial que tu pratiques toute ta vie. C'est que tu vas être très bon dans certaines négociations parce que tu t'es formé, tu as performé et tu as compris. Et il y a d'autres négociations avec tes proches ou quand il y a des enjeux qui sont très forts qui viennent te prendre. Et puis j'allais y venir, est-ce que ça ne devient pas un mauvais réflexe mécanique aussi de tout négocier finalement? Et que ça devienne malsain, tu vois, parce qu'après la question que peut se poser les gens, c'est de dire je vais négocier avec ma femme, je vais négocier avec mes parents, avec mes amis. Mais ce qui est vrai, tu vois. Et en fait tu négocies. Ouais, mais je veux dire, sans que ça devienne un petit peu pas calculé, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, une déformation professionnelle. Voilà, déformation professionnelle. Ta femme, elle sait que tu es expert en négociation. Tu vois, tout à l'heure tu faisais l'exemple du SMS. Ta femme, au demain, elle peut te dire, mais bon, tu me fais chier. Oui, j'ai compris, c'est mon réflexe. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais ça parle d'elle, ça parle pas de moi. Si tu veux, il est là le sujet. C'est si tu négocies pas, c'est que tu acceptes le conflit ou que tu acceptes de t'opposer au conflit. On fait quoi ce soir? Flemme, je veux pas cuisiner. Viens, on va au restaurant. Et toi, flemme, je voulais aller au cinéma. Ah, tu me fais chier. Comment on fait? Ok. Bon, allez, je vais te faire plaisir. On va au resto. On prend une entrée. Je paye l'addition. On va voir les 30 dernières minutes du film. Guignol. Ok mon cœur, j'ai l'impression que tu as eu une grosse journée. Qu'est-ce qui va pas? J'ai une grosse journée, en fait, je flemme de faire à manger et je voulais rien faire. Et toi, pourquoi tu vas aller au ciné? Grosse journée, je voulais m'évader. Ok, ça te fait plaisir si on se fait un plateau télé devant la télé? Un plateau télé, enfin un sushi. Et tu vois, il est là le sujet. Ok, ouais, c'est bien amené. Tu vois, c'est quand tu vis une émotion. En fait, négocier, c'est primordial. Tu vis une émotion, tu t'embrouilles avec ta conjointe, elle vit son émotion, ou toi, tu as du mal à la digérer, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. Ouais, il s'est passé ça, je suis en colère. On prenne des notes là. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, je suis en colère et il s'est passé ça. Oh, ta colère, elle parle de toi. On va changer la donne. Mon cœur, tu vois ce qui s'est passé hier, mais je le vis pas super bien parce que moi je t'aime et ça remet pas du tout en cause notre amour. Mais moi j'ai vécu ça et ça m'a dérangé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment? Tu te rends compte le niveau d'apaisement que t'as? Ouais, non mais bien sûr. C'est au lieu de prendre une cartouche, je réagis, toi tu surréagis, tout le monde réagit. On va au clash, t'es qu'un tocard, on fait chambre à part, et puis le lendemain, bon, on trouve une solution. Et ça a créé un préjudice. Versus l'émotion, c'est un cadeau. Ex movare, c'est ce qui met corps en mouvement. Ouais, tu vois ce qui s'est passé hier, ça m'a mis mal à l'aise. Et j'ai besoin de t'en parler parce que moi je t'aime et ça change pas mon amour pour toi. Mais il s'est passé ça, ça et ça. Comment on pourrait faire différemment? Est-ce que c'était ton intention? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on fait différemment? Tu vois, mais c'est juste passionnant. En fait, c'est. Le conflit, c'est une opportunité de grandir. Moi, ça me parle, hein, c'est un sujet qui, franchement, je trouve ça. Ouais, comme toute personne en plus qui maîtrise hyper bien son sujet, t'en parles avec passion, et moi, donc forcément, ça capte. Et je pense que les personnes qui regardent le podcast seront embarquées un petit peu par tout ça. Et moi, surtout, ce que je me dis, c'est que j'adore découvrir des mondes comme ça, cachés un petit peu. Si tu veux, des mondes très techniques comme ça que tu maîtrises pas du tout, en fait. Et puis, tu maîtrises qu'en superficialité. Et c'est hyper intéressant. Quand on parle avec toi comme ça, tu peux que te dire, en fait, je suis bête de pas travailler ça. Parce que c'est des fondamentaux de la vie. Tu le sais pas. Oui, tu savais pas ce que tu savais pas. Maintenant, si tu as écouté le podcast et que tu vas pas plus loin, c'est dommage. Ouais, mais voilà, tu le sais. Ça. Mais c'est bien. Et comment ça donne envie de travailler dessus, en tout cas. Comment le travailler? J'ai envie de te dire maintenant. Aujourd'hui, le travailler, alors soit des gens qui veulent être autonomes, tu peux trouver du contenu sur Internet. Tu peux te former, tu peux te faire accompagner. Je pense que quand tu te fais former, que tu te fais accompagner, tu gagnes des années, quoi.
C'est que tu payes pas pour apprendre. On est les pionniers là-dessus. Tu vois, on partage cette vision. Parce que toi, c'est vrai que tu as plusieurs casquettes aujourd'hui. C'était pas forcément l'objectif ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est bien d'en parler parce que toi, aujourd'hui, tu as été négociateur, j'imagine. Tu le peut-être encore aujourd'hui. C'est notre cœur de métier. C'est ton cœur de métier. Les gens font appel à nous parce que on pratique la négo. C'est-à-dire qu'ils font appel à nous, pas plus tard qu'encore hier soir, dans un pays Nord-Afrique. Avec des forts enjeux, on nous dit voilà, on a besoin d'aide, on a besoin d'être accompagné sur cette négociation. Donc là, on va les accompagner sur la préparation, sur la conduite, etc. Et puis après, vu que nous, on a travaillé nos référentiels, vu qu'on a notre process, vu qu'on a déposé des choses, j'ai la chance de donner des cours à HEC, je donne des cours à l'ENA, à Sciences Po, tout ça, les gens nous disent est-ce que vous pourriez transmettre dans les entreprises ? Et donc, on fait de la formation sur le tard. Okay. Mais le cœur de métier, c'est vraiment l'assistance et le conseil. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les gens, parce qu'ils n'ont pas des formateurs qui viennent d'un monde purement théorique et qui n'ont jamais pratiqué. Ils ont des gens qui pratiquent, des gens qui forment, et derrière, la base de la pyramide, c'est que moi, je l'ai étudié, la discipline. Une fois, j'ai fait 4 années dans un laboratoire de recherche. J'ai un doctorat sur le thème de la négo. Donc vraiment, tu vois, c'est important, je pense. Mais c'est comme tout dans la vie quand tu... c'est ma perception, mais si tu veux réussir, tu dois être profondément déséquilibré dans ce que tu fais. C'est-à-dire, tu peux pas tout réussir en même temps. Tu vois, t'es pas prix Nobel de chimie parce que tu fais 35 heures. Non, mais bien sûr. C'est parce que tu es complètement déséquilibré dans ta perception des choses et tu es passionné par ce que tu fais et tu vas travailler beaucoup, beaucoup plus que les autres. Et puis, à un moment donné, tu vas mettre ça en suspens et puis tu vas dire ma vie de famille, elle est aussi importante et donc tu vas y passer du temps. Et puis ça. Mais tu vois, moi, je suis un pur passionné de mon sujet et l'idée, c'est de dire, voilà, on a une approche de déséquilibre sur la négo, vraiment l'a étudié à fond et maintenant, comment est-ce qu'on accompagne ? Non, mais hyper intéressant. Et moi, j'ai vraiment essayé de préparer le podcast, entre guillemets, parce que je me rends compte là, et encore plus, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, donc je vais essayer de pas m'éparpiller et de rester un peu sur les questions que j'avais notées, tu vois. Mais on pourrait aborder plein de sujets. On parlait des heures. Ouais, on pourrait franchement en parler des heures et on pourra peut-être prendre plaisir, à mon avis, peut-être à tourner d'autres épisodes si ça vous a plu. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires. Mais différence homme-femme. Je me suis vraiment, quand j'ai préparé le podcast, j'ai pris mon téléphone, là justement, mes notes, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses négociation ? Parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas. Donc, voilà, on parle souvent de charisme, de posture, homme, femme, voilà. Et j'avais envie d'un petit peu de venir sur ces sujets-là avec toi. Ouais. Est-ce qu'il y a des tendances objectives, voilà ? Est-ce que, je sais pas, voilà, j'en sais rien, les hommes ou les femmes, il y a t'as rencontré plus de meilleures femmes négociatrices que d'hommes ? Est-ce que pas du tout ? Est-ce qu'il y en a qui les femmes ont des avantages que les hommes n'ont ? Bref, voilà, non pas. Et justement, je pense que c'est important de dissocier la personne qui négocie. Est-ce que c'est un homme ou une femme et la personne en face? Est-ce que c'est un homme? Ouais, t'as les deux. Il y a les deux casquettes. Il y a les deux casquettes qui, je pense, parce que encore une fois, là, je parlais du négociateur pur. Encore une fois, si tu le racoles à l'immobilier, c'est toujours pareil. Demain, je suis une femme, je vais négocier à une femme ou je vais négocier à un homme, c'est peut-être différent. Et demain, je suis un homme, je vais négocier à une femme ou un homme, c'est aussi potentiellement différent. Ou alors, peut-être que c'est de la fausse croyance. Je pense qu'il y a des différences, mais moi, j'ai jamais préparé une négociation en me disant je vais avoir un homme ou une femme. Super, tu vois, je me suis toujours dit j'ai un interlocuteur. Et en fait, on est 60 millions, on va prendre les Français, on est 65 millions de Français, on est déjà 65 millions à négocier différemment. Donc tu peux pas stéréotyper le Français en disant les Chinois ils négocient comme ça, les Français comme ça. En fait, déjà on est tous très différents. Donc toutes les femmes fonctionnent différemment et tous les hommes fonctionnent différemment. Ma perception et ma compréhension de la négo, il n'y a pas de différence. Tu vois, d'un point de vue vraiment génétique, il n'y a pas de différence. Ouais. La différence qu'on va avoir, c'est sur l'éducation. Et de ce que je perçois, c'est que les petits garçons, les enfants, généralement, sur les activités qu'ils vont faire dans l'éducation, c'est des activités qui sont liées à la performance. C'est du foot, c'est du sport, en compétition, où il y a cette volonté d'être meilleur que les autres. Les femmes vont généralement avoir des activités qui sont sur la gestion du beau. Okay. On va bien danser, on va faire de la musique, on va faire des activités littéraires, artistiques. Voilà, exactement. Où le beau est mis en avant. Et en fait, potentiellement, si on doit vraiment être sur un niveau de... si on doit stéréotyper le sujet, les garçons vont peut-être avoir un côté un peu plus potentiellement bagarreur, à vouloir absolument faire de la top performance, et les femmes davantage sur la qualité du lien, sur le geste bien fait, sur la création de cette relation à l'autre. Okay. Maintenant, tu vas avoir des femmes qui vont agir, je ne veux pas dire comme des hommes parce que ça ne fait pas sens, mais qui vont être extrêmement agressifs, assertifs, d'autres hommes qui sont extrêmement empathiques. Non, mais je m'attendais vraiment à tout. Je me suis dit peut-être que de l'expérience, par exemple, les femmes avaient vraiment un ascendant dans les négos et étaient meilleures par rapport à X ou X raison. Ou, tu vois, c'était vraiment de la curiosité pure, quoi, de se dire... L'idée, c'est d'aller chercher une forme de complémentarité. Je pense qu'on est tous... Ma perception, c'est qu'on est tous profondément inégaux. Je ne crois pas en l'égalité, encore moins l'égalité homme-femme. Ce que tu dois aller chercher, c'est de la complémentarité à l'autre. Bien sûr. Et c'est la seule chose. Un truc, moi je risque de me faire taper dessus, pour voir s'il y a des femmes qui nous écoutent, mais en étant agent immobilier dans le passé, je peux vous l'assurer, en tout cas moi de mon expérience personnelle et des échanges que j'ai eu avec plusieurs personnes,
dans l'immobilier, c'est souvent, si tu as un couple en face de toi pour une résidence principale, c'est la femme qui décide. 80% du temps, c'est la femme. Et donc, vaut mieux négocier avec la femme qu'avec l'homme. Parce que si tu es sûr que si tu convaincs l'homme et pas la femme... Ouais, c'est possible. Je sais pas dire. En tout cas, peut-être sur ce type de sujet. Tu vois, après, ouais. Ouais, chaque sujet est un peu... Et même question un petit peu au niveau des questions toutes bêtes, mais au niveau de l'âge, pareil. Oui, l'âge. Parce que, pareil, on peut se dire sur le plan vraiment... Moi, j'essaye de me dire que, surtout mon fil rouge, c'est un bon négociateur. Voilà, qu'est-ce qu'est une bonne personne, tu vois. Ça reste un métier d'expérience, si tu veux. C'est comme tout, sauf à être extrêmement talentueux, à 16 ans, être Nadal, mais je veux dire, t'es quand même meilleur à 30 ans ou 40 ans, hors compétences sportives. C'est la même chose sur la négociation. Plus tu pratiques, et plus tu te formes, et plus c'est simple. Maintenant, si tu fais que pratiquer et que tu te formes pas, bah, tu passes à côté. Je veux dire, c'est comme la dernière fois, j'étais avec un responsable commercial. Il me disait, ouais, mais la négociation, c'est un métier d'expérience. Et je le voyais, il prenait ses notes avec 2 doigts sur son ordinateur. Je fais, écoutez, j'ai une question. Ça fait combien d'années que vous travaillez avec votre ordinateur? Et je vous demande pardon. Je fais, bah, ça fait combien d'années que vous travaillez avec votre ordinateur? Il me fait, bah, je sais pas, ça fait 20 ans, 30 ans. Ok, et vous travaillez tous les jours avec votre ordinateur? Bah, bien sûr. Et aujourd'hui, vous tapez encore avec 2 doigts. Bah oui, si tu fais pas un truc bien toute ta vie, tu le feras pas bien. Si t'as personne pour te corriger, si t'as personne en rôle modèle, si t'as personne pour te montrer comment tu peux faire différemment, en fait, bah, t'es prisonnier, toi, de tes schémas mentaux. Et donc forcément, c'est limitant. Donc il faut de la pratique, il faut de la formation, mais c'est comme un sportif, quoi. Tu te formes, tu pratiques, tu performes. Et... Ouais, avec l'expérience, tu te bonifies et il y a des bien sûr. Bien sûr. C'est logique bien aussi. sûr. Bien sûr. Ouais, ok. Et d'autres, avant de peut-être poser une des dernières questions de ce podcast là, qui m'intéresse un petit peu, mais t'as d'autres fausses croyances, voilà, d'autres choses. Vraiment, on en a balayé plusieurs et j'aime bien, ça crée des déclics. Même pour moi, pendant le podcast, j'ai envie d'aborder d'autres sujets. Mais voilà, d'autres priorités pour toi qui sont importantes. Les auditeurs qui nous écoutent, qui connaissent rien à la négo, tu vois, qui ratent pas peut-être. Des éléments importants aujourd'hui pour aller de l'avant, pour s'améliorer. Ça, il y a un sujet hyper riche et varié, mais des fausses conseils. Des fausses croyances, il y en a des caisses. Typiquement, les gens qui sont addicts au oui en négociation, qui vont chercher des oui, des oui, des oui. Combien de fois tu as des gens qui te disent oui, derrière qui te plantent une semaine, 2 semaines après? En fait, le oui, on s'en fout. Ce qu'on vient chercher, c'est un accord. Donc, et si tu veux un oui de qualité, il faut que l'autre soit capable de te dire non. Donc paradoxalement, une des fausses croyances, c'est plus je vais chercher un oui, plus je vais avoir un accord. Non, c'est l'inverse. Plus je vais chercher un non, plus l'autre il est libre de me dire non, et plus potentiellement son oui il est de vraie qualité. Et bah c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a des oui. En fait, c'est ça, t'as le oui qui est balancé pour te faire plaisir ou parce que le mec, voilà, dans la discussion, c'est mécanique, et t'as un vrai oui qualité, quoi. Il sort en fait le oui pour sortir, en fait, entre guillemets. Alors que tu lui fais valider un non, c'est pas du tout la même chose. Mais c'est exactement ça. Regarde, je te donne un exemple, puisqu'on est filmé, est-ce que quelqu'un peut mettre la main comme ça? Une des 2 personnes, ok. Tu vois, je pousse. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je résiste. Voilà. Alors je t'ai rien demandé. et ça, c'est le principe de réactance. C'est plus je vais argumenter, plus je vais essayer de te contraindre, de t'arracher à me dire ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Principe de réactance. J'essaye de te priver de liberté. Mais tu vas me dire que t'es pas d'accord. Maintenant, si je te dis t'es libre de me dire non et regarde si ça fait sens pour toi, mais qu'est-ce que tu penses d'eux? Est-ce que tu serais fermé à le faire de cette manière? Est-ce qu'il serait absurde? Tout ça, c'est des questions qui vont t'orienter à des non, mais c'est des non d'accord. En fait, si je veux un oui de qualité, il faut que l'autre soit capable de me dire non. Ça, c'est une très grosse fausse croyance. Au même titre que j'entends, il faut avoir confiance ou il faut créer une relation de confiance pour négocier. C'est ce qu'il y a de pire. Non, mais c'est pas non. C'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il y a de pire que la relation de confiance pour négocier. Et bah ouais, parce que tu fais intervenir le... La confiance, c'est ce qu'il y a de pire dans ta relation à l'autre. En fait, plus tu fais confiance, plus tu amènes à une forme de paresse sociale. Ah ouais, tu me l'avais dit, ça, on en avait parlé. Ouais, tu vois, il a pris la confiance, il a tapé la confiance, l'abus de confiance. En fait, pourquoi tu fais confiance? C'est parce que contrôler te donne moins de peine que faire foi. Donc tu fais foi, pardon. Ouais. Tu fais foi, voilà. J'ai confiance, tu t'en remets à l'autre. La confiance, c'est le luxe de celui qui a rien à perdre. Donc en fait, un manager qui travaille ou quelqu'un qui travaille avec une relation de confiance, il va pas être curieux, il va pas poser les bonnes questions, il va pas oser « Ah mais je demande pas le règlement de copropriété, je vous fais confiance. » Bien évidemment. Mais en fait, c'est plus facile de faire confiance que de se challenger et de... Donc plus tu fais confiance et moins tu assures de la performance. Mais ça règle pas le problème, qui est que la première émotion, c'est espoir et peur. Et donc, plus j'ai peur, plus je suis sur une dynamique de sidération et de je vais pas faire les choses. Donc la confiance, elle nuit à la performance. Et la sidération, la peur, nuit à la performance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler une absence de peur, une absence de méfiance et une absence de confiance. Et si j'arrive à avoir cet équilibre à l'autre d'absence de méfiance et d'absence de confiance, j'arrive dans ce que nous, on appelle une zone de sécurité psychologique.
je suis capable de te dire, je suis pas d'accord avec toi, Alexandre. J'ai pas peur de te le dire, mais j'ai pas suffisamment confiance pour arriver en mode Kool and the Gang à 10h alors qu'on a rendez-vous à 9h. Et donc, quand tu rencontres un acheteur ou n'importe quoi, le but, il n'est pas de créer de la confiance. Le but, il est de créer une absence de méfiance totale pour que l'autre puisse s'engager librement. Tu vois ? Confiance. Absence de méfiance. Absence de méfiance. Ouais. Tu vois, la confiance, ça peut faire sens quand tu rentres à 6h du mat dans une pièce et que tu as les mecs derrière qui te couvrent et que là, ta vie, elle est remise en jeu par quelqu'un d'autre. Ouais, ça peut faire du sens dans la famille quand tu te dis, et ok, mais... Dans de la négo, non. Dans de la négo, non. C'est la même chose que les gens qui disent, ouais, moi, j'ai confiance en ma femme. Ok, pourquoi tu as fait un contrat de mariage ? Ça va pas ensemble. En fait, la confiance, littéralement, elle exclut le contrôle. Je suis dedans, attention là. Mais moi, j'ai pas confiance dans ma femme. Je ne remets pas la destinée de ma vie entre ses mains. Par contre, j'ai une absence de méfiance totale en elle. C'est ça qui nous permet de bien vivre. J'ai une absence de méfiance totale en ma femme. Par contre, si demain, pour une raison X ou Y, elle voit les choses différemment et je vois les choses différemment, eh ben, en bonne et due forme, ok. Mais je ne remets pas les clés de ma destinée entre ses mains. Parce que la confiance, c'est une notion de croyance. Donc, tu peux croire en Dieu, tu peux croire dans ces trucs-là, mais croire que tu vas remettre les clés du camion à l'autre, tu vois, le nombre de personnes que j'accompagne, ouais, mais je lui fais confiance. Ah ouais, mais tu pouvais te le permettre ? Non. Et là, tu es dans quelle situation ? Ben, j'ai tout perdu. That's life. C'est mauvaise stratégie. Totalement. Donc, 90% du cas, ça va faire sens parce que ça t'évite cette charge mentale. Et 10% du cas, ça va pas faire sens. Mais le 10%, il va te coûter tellement cher que voilà. Très clair, très intéressant. Ça me parle complètement et je pense que ça peut vraiment, à mon avis, créer des petits déclics pour plusieurs personnes. Et du coup, peut-être, j'ai envie de te donner le mot de la fin. Une dernière question. Avec le mot de la fin aussi. Alors là, je m'étais noté parce que je pense c'est de la curiosité aussi qui peut intéresser pas mal de personnes. Est-ce que tu as le droit aussi de nous donner un exemple d'une négo peut-être qui te vient en tête hyper puissante que tu as pu peut-être réaliser toi ou au sein de ton cabinet, bref, peu importe. Tu vois, un truc un peu marquant où la situation était challengeante, difficile et où tu sors avec un accord particulier qui t'a marqué, pour reprendre un petit peu tes termes, tu vois, qui a été réussi à obtenir. Alors tu vois, c'est rarement l'enjeu qui fait que la négo, parce que des fois tu es sur des très très gros enjeux financiers. C'est pas tant ça, c'est plutôt la partie émotionnelle. Je me souviens d'une négo qui était marquante, c'était une personne qui nous avait contacté parce qu'elle était sur un commerce très particulier de bouche, et c'était la troisième génération. Et en fait, elle était depuis 2 ans dans des difficultés puisqu'elle était dépendante économiquement d'un fournisseur qui faisait quasiment 40% de son chiffre et qui lui demandait encore des baisses de prix. Et donc, elle fait appel à nous. Et donc, émotionnellement, c'était important pour elle parce que, 1, c'est l'histoire de sa vie. 2, c'est pas énorme, elle avait 4 collaborateurs, ils étaient 5, donc c'était pas un truc énorme. Et en fait, le travail a été de l'accompagner sur cette prise de hauteur émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire, elle était otage des conséquences de l'accord. Pour elle, elle n'avait pas le choix que d'aller chercher un accord. Et les premières questions qu'on avait posées dans cet accompagnement, c'est, en fait, de quoi vous avez peur si vous n'avez pas d'accord ? Et la personne nous a dit, écoutez, si on n'a pas d'accord, on va fermer la boîte. 40% du chiffre avec cette entreprise, je suis dépendant économiquement, c'est la défaite. Voilà, ok. Prise de hauteur, ok, j'entends ce que vous me dites, on va creuser, on creuse. Mais de quoi vous avez peur quand vous avez peur de ne pas avoir d'accord ? En fait, c'était quand même la société de mon arrière-grand-père. Je serais la première personne à fermer la porte. Quelle déception pour mes parents. Donc là, tu vois, elle était sur les valeurs. Il y a un truc qui commençait à bouger en elle. Ok, j'entends, on creuse un petit peu, donc la notion de sens, de croyance. Juste, j'ai une question. C'est quoi le bénéfice pour vous à ne pas avoir d'accord ? S'offusque, je demande pardon. C'est quoi le bénéfice à ne pas avoir d'accord pour vous ? Mais j'ai aucun bénéfice. Je ferme la boîte, je mets tout le monde au chômage. Ok. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est quoi le bénéfice pour vous à ne pas avoir d'accord ? Est-ce que quand vous aviez 12 ans, c'était votre rêve que de faire ce métier-là ? Est-ce que quand vous êtes dit je vais être chef d'entreprise, vous pensiez à ce point avoir des nuits blanches, du stress, de la pression ? Est-ce que si demain vous aviez du temps, vous ne souhaiteriez pas faire les choses différemment ? Mais carrément. En fait, je pense que je pourrais déjà passer plus de temps avec eux parce que je suis supporté par mon conjoint, c'était une femme, par mon conjoint et mes enfants, ça me laisserait du temps, ça. En fait, cette prise de hauteur fait qu'elle s'est autorisée à dire ok, s'il y a un non en face, c'est pas la fin du monde. Et je peux pas demander à ce que l'autre me respecte en égo si moi je me respecte pas. Bien sûr. Comment est-ce que je respecte l'autre dans la vie tout court ? Je lui laisse la capacité de me dire non. J'entends ce que tu dis, Alexandre, et je te respecte suffisamment pour pas vouloir te changer. La plus belle forme de respect, avec notre conjoint, avec nos amis. J'accepte l'autre
puisse me dire comment est-ce que je me respecte en ego, je garde la capacité de lui dire non. Écoutez, là, vos demandes, j'entends, nous, on n'est pas capable d'y accéder. Et d'ailleurs, on a d'autres sujets, parce que ça fait trop longtemps qu'on accède des choses qui nous mettent en difficulté économiquement. Ça veut dire les conséquences pour nous, c'est potentiellement ça, ça, ça et ça. Quelles conséquences pour vous? On a remis l'église au centre du village, négo, rien à voir. Et ça l'a libéré. Eh ben ouais, c'est marquant pour le coup, tu vois, c'est marquant. Ouais, c'est bon parce que émotionnellement, tu sens que la personne, elle s'était construite sur un groupe d'appartenance ou de référence qui n'était pas les siens. Puis c'est aussi, t'as un vrai impact aussi dans la nature. On se rend compte aussi avec ce genre d'exemple que il y a la négo, le terme négo. Ouais. Tout ce qu'il y a derrière, est-ce que ça embarque après sur la décision que tu prends en fait et les enjeux qu'il y a derrière en fait. Et ouais, c'est comment tu regagnes en autonomie. Et tu vois, cette question, on peut la poser parce qu'elle est fourbe. À quel moment dans votre vie vous pensez avoir été autonome? Et moi, j'ai pas de réponse à cette question. C'est-à-dire, tu peux dire, ouais, moi j'ai été autonome à 18 ans quand je suis parti de chez mes parents. Ok. Ouais, j'ai été autonome quand j'ai monté ma boîte. Ok. Ouais, j'ai été autonome quand je suis devenu papa. Ok. Est-ce que tu es autonome aujourd'hui? Bah non, parce qu'encore, j'ai ça. En fait, la réponse que tu vas avoir à cette question, elle va évoluer. Tu vois, parce que tu es toujours dépendant d'autre chose. Et donc, en fait, c'était aussi de creuser cette notion d'autonomie pour elle. Parce qu'elle était dépendante d'un statut social ou quelque chose qui lui avait été inculqué. Elle n'avait pas choisi. C'est ce don, pour certains, qui était de récupérer une entreprise familiale. Gift, le don, c'est gift. Gift, en anglais, c'est un cadeau. Gift, en poison, c'est un poison. Ce don, pour les autres, était un poison quasiment pour elle. Elle ne l'avait pas demandé. Ah ouais. Bah écoute, je t'ai demandé un dernier exemple marquant. Je pense que ça tapait en plein dans le mille. Et bah ouais, hyper intéressant comme tout le long du podcast. Je pense qu'on va s'arrêter parce que sinon on est parti on pourrait faire ça 3 heures. Et je préfère à la limite au pire des cas, on pourra se reprogrammer un autre épisode si ça vous a plu. Alex, c'est bon pour ouais, c'est bon pour moi. Bon, Julien aussi, nickel. Au top. Toi. Bon, bah écoutez, on va clôturer là-dessus. Julien, merci vraiment d'avoir été avec nous pour ce podcast. N'hésitez pas à nous poser si vous en avez, je pense qu'il y en aura avec les échanges qu'on a eu avec Julien, des questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. Vous pouvez retrouver Julien, on vous mettra peut-être les liens dans la bio. On vous mettra les liens avec grand plaisir. Juste, avant de nous retrouver, c'est de se poser quelques questions très simples. Est-ce que dans votre quotidien, déjà, vous pouvez prendre le risque de mal négocier? Quelles conséquences sur votre santé physique, mentale, économique de passer à côté d'un bon accord? Et est-ce que vous n'avez pas marre de faire des compromis inutiles? Bien sûr. Si vous avez des réponses à ça, on peut vous aider. Bon. Eh ben écoute, je pense que le message est passé. On va clôturer là-dessus. N'hésitez pas à nous mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a plu. On essaiera de vous trouver toujours des intervenants toujours plus enrichissants. Et nous, on vous dit à très vite avec Alex pour un nouvel épisode du Talk Atypique.